On en reparlera. Oui. Salut à tous, Steve Savio dans le 1330 sur la Neos TV avec un habitué du genre, le Julien Chirita. Comment vas-tu? Pas mal, écoute. Impatient de continuer un petit peu la présentation qu'on avait faite l'autre jour. Mais oui, on s'était bien régalé avec TypeScript, Tips and Tricks. Et là, et oui, comme c'est bientôt Halloween, c'est encore mieux. Hop, un petit point sur le bonsaï, regardez. Il est toujours bien. Alors, je suis passé à un arrosage un jour sur deux. Et c'est plutôt pas mal. Un petit arrosage un jour sur deux. Et j'ai plein de nouvelles pousses là. Et voilà, j'en suis très très satisfait. Pour l'instant, je ne fais pas la petite coupe parce que j'ai pas envie qu'il soit hop là cueilli comme ça saisi dans l'œuf au moment où il a décidé de pousser. Voilà, donc le bonsaï va toujours bien, on est cool. Et donc aujourd'hui, la suite de ce qu'on avait vu sur TypeScript où il y avait pas mal de secrets qui ont été révélés. D'ailleurs, voilà, ça nous a valu un peu un prix Pulitzer qui a été voilà, qui est passé un peu sous silence, mais il faut le dire. Ça a été non, on a vu des choses vraiment sympas la dernière fois pendant les démos. Et hâte de voir le petit bonsaï. Bien joué, monsieur Soutien, tu le sais, toi. Et aujourd'hui, c'est la suite. On a encore de nouveaux secrets à révéler. Et je vais laisser tout de suite la parole à Julien Chirita, qui sait beaucoup mieux le faire que moi. C'est bon, tu es sur les parties slides, Julien. Bah, nickel. Donc, l'autre fois, on avait fait un petit tour. On avait vu un petit peu pourquoi Heini n'était pas votre ami. On avait Oui, vu ça c'était aussi pas évident. comment qu'on pouvait le remplacer un peu par Unknown et que c'était quand même beaucoup plus utile au quotidien. On avait vu que Never pouvait être utile pour vérifier des choses, pour considérer que à la compilation, on arrive dans des cas qui devraient se produire ou pas se produire. Et on avait commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait se faire avec les unions et les intersections. Donc on avait vu qu'avec les intersections, on pouvait combiner des types pour en faire, pour les augmenter, quoi, pour dire j'adhère à la fois à tel type et à tel type. C'est un peu comme les interfaces, hein. Tu peux adhérer à plusieurs interfaces à la fois. Les types, on avait vu que par rapport aux interfaces, c'était un peu plus une vue fonctionnelle qu'une vue objet, mais que les deux sont plus ou moins interchangeables avec les versions actuelles de TypeScript. Moi, j'ai une petite affection pour les types, donc les alias de type, mais parce que je les trouve plus souples et plus combinables, mais bon, voilà. Donc on avait ces intersections qui nous permettent de dire que par exemple un chien c'était un animal et qui avait des jambes et qui avait une espèce particulière. Et on avait commencé à regarder un peu au niveau des unions que en fait on pouvait définir des types comme étant soit des combinaisons de choses très figées type des chaînes fixes, des constantes, ou différents types d'objets. Typiquement, là, on avait click-like event qui était soit un événement d'une souris, soit un événement de touch. Donc, dans les UI web, c'est vachement utile. Ou par exemple, une valeur saisie qui peut être soit un number, soit un string. Donc, ça nous donne un peu de polymorphisme et TypeScript est assez fort pour déterminer dans quel cas il se trouve. Et on avait vu ça rapidement. J'en profite là que tu prennes un coup de respiration. N'hésite pas à respirer de temps en temps. Oui. J'ai mis le lien du replay du premier épisode sur le chat. N'hésitez pas à aller le voir après parce qu'il y a vraiment des trucs sympas qui ont été dits. Et n'hésitez pas. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est pas grave. Vous pouvez quand même rester. Ça va. Vous arriverez à raccrocher les wagons. Vas-y, à toi. Faut pas le niveau 0 en TypeScript. Faut le niveau un petit peu au-dessus, mais voilà. Donc, on s'était arrêté un peu sur comment on peut avoir des choses pour donner un petit peu d'intelligence à TypeScript sur des choses qu'il ne sait pas forcément faire tout seul. Typiquement, dire que je peux définir une fonction qui me permet de déterminer si un type est si un objet est un type particulier en testant une propriété spécifique de l'objet. Typiquement, là, on avait cette fonction qui définissait si un animal est un chien, pour déterminer si c'est vraiment un type dog, on teste s'il y a la propriété race dans l'animal. Bon, c'est une manière de faire. Parce que effectivement, TypeScript derrière, c'est du JavaScript et des fois, il faut faire des choses au runtime. On s'était arrêté là.
Et donc, je voulais ouvrir un petit peu et montrer des trucs assez sympas dans TypeScript au niveau des types, qui étaient typiquement, on peut faire des combinatoires assez facilement. Définir des produits de type et utiliser la syntaxe des strings templatés de TypeScript et de JavaScript pour combiner les choses. Et un exemple tout bête ici, c'est on prend les groupes sanguins et on va dire un groupe sanguin, c'est une combinaison de un groupe, donc A, B, AB ou O, et d'un résus. Et on lui dit juste que la définition du type de groupe, de type de sang, c'est le groupe plus le résus combiné dans une seule chaîne. Et donc lui va être capable d'inférer automatiquement le type comme étant la combinatoire de A est plus, A est moins, B est plus, B est moins, etc. etc. Est-ce que la démo qu'on va voir, on peut appeler ça la démo globine du coup? Du coup, oui, ça marche bien. Je te remercie. Je voulais la placer et puis là, c'était bien. Je savais pas qu'il y avait des hauts plus et tout, mais je suis très, très satisfait de ton travail. Merci beaucoup. Là, il y a de quoi faire. Ah, tu veux que je passe sur la partie démo? Attention, j'appuie sur le bouton qui va bien. Voilà. Vous pouvez... Merci pour vos applaudissements sur le chat. Donc, pour montrer un petit exemple concret, donc on peut définir une liste d'unités comme étant par exemple des pixels, des points ou autre chose. Les EM, c'est en CSS un truc qui correspond à la largeur d'un M. Et on peut définir des valeurs comme étant soit 10, soit 100, soit 1000. Et très facilement, derrière, tu vas pouvoir dire, je construis mes unités comme étant la combinaison de mes valeurs et de mes unités. Bon, là, j'ai fait un petit détour par une fonctionnalité assez sympa de TypeScript qui est que de dire, je peux retraiter mon type. Et donc, si je fais un type générique en disant que c'est une liste de choses, je peux en extraire une union de valeurs. Donc, typiquement, là, j'ai units qui est un tableau constant pour dire à TypeScript que ça ne va pas changer au runtime. C'est vraiment cette valeur-là. Donc, il infère que c'est un tableau de valeurs read-only. Derrière, quand je construis union from values de mon type, ce que je vais voir, si je fais type T1 égale ça, c'est qu'il va me construire l'union de ces différentes valeurs. Donc, de mon tuple, de mon tableau de valeurs constante, je vais extraire une union de valeurs, donc PX, PT, EM. Et derrière, du coup, units, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je template, je dis que c'est ma valeur underscore mon unité, et donc il va être capable de me sortir toutes les combinatoires. 10 PX, 10 PT, 10 EM, 100 PX, 100 PT, 100 EM, 100 PX, 100 PT, 100 EM. Et donc, ça nous permet derrière de valider à la compilation qu'on a bien ces valeurs-là quand on met une valeur constante dans ce type-là. Et typiquement, là, je peux définir des choses beaucoup plus génériques, beaucoup plus larges, en disant mon type A-nums, c'est tout ce qui va être un nombre préfixé par A underscore quelque chose. Et donc, je peux dire ma valeur A-num, ça peut être n'importe quel nombre. Donc là, si je mets A underscore un nombre pas beau, ça passe. Je mets A1, ça passe. Je mets A 332, 123, ça passe. Par contre, si je mets AB, il va gueuler en me disant non, ça marche pas. C'est pas assignable. Donc voilà, ça te donne un petit peu des contraintes sur ce genre de choses et ça te permet de profiter de la puissance combinatoire à la compilation. Non, je sens pas. Retournons au slide. Hop là, c'est parti. On sort de la démoglobine. Merci. Et on va aller chercher les clés. Alors, TypeScript et tu le serveur de la porte. Voilà, il te permet de
de manipuler tes objets en allant inspecter un petit peu ce que tu as défini dans tes types comme clé de tes objets. Parce que tu sais, en JavaScript, de manière générale, un objet, c'est essentiellement une association entre une clé, qui peut être un string ou un symbole, et une valeur, qui peut être n'importe quoi. Un objet, un string, un number, autre chose. Avec le mot-clé keyOf en TypeScript, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va énumérer les clés que tu as définies pour ton objet, et il va te permettre de manipuler ça. Alors, typiquement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir définir, par exemple, un type métadonnées pour un autre type. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai un type métadonnées, on lui passe un préfixe qui est une chaîne de caractères, un type, et pour le coup, un type de propriété pour les métadonnées. On va voir dans la démo à quoi ça correspond, ça sera peut-être un peu plus clair. Et donc là, je peux dire, je prends toutes les clés que j'ai définies dans mon type et je vais définir des propriétés qui vont s'appeler préfixe, puis ma clé avec une majuscule au début, et je vais lui associer le type prop type. Donc, typiquement, des mots. Hop là, t'es bon. Là, il y a moins de démos globales. Je suis désolé. Oui, là, on n'a pas un jeu de mots à chaque slide, excusez-nous. Non, on fait ce qu'on peut. Donc là, typiquement, je définis un type personne. Je vais avoir un nom, une hauteur, enfin une taille, ça sera mieux en français. Un genre, soyons ouverts, j'ai prévu le genre X. Superbe. Voilà. Je définis donc les métadonnées telles que je vous les définis. Donc je dis, c'est un type générique avec plusieurs paramètres, le type en question, le type de propriété que je vais définir et un préfixe. Donc je dis pour chaque clé, je définis une propriété qui va avoir le préfixe et la propriété avec une capitale, et je vais associer le type propriété. Et je vais définir un type annoté qui est mon type de base plus les métadonnées. Donc en fait, je vais dire c'est un partial de mon type. Donc partial, ça c'est une classe utilitaire de TypeScript qui te permet de dire je vais prendre mon type, mais je ne vais pas fournir toutes les données. Je vais fournir peut-être que le genre, ou peut-être que la hauteur, ou peut-être que le nom. Par contre, moi, je vais combiner ça avec mes métadonnées que je vais rajouter par-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis extend string, ça c'est pas la peine. Voilà, ça marche pas mieux. Et donc là, quand je vais dire mon type a person, c'est ma personne annotée avec les isset et en mode booléen. Attends, est-ce que tu peux monter un peu ton code pour que... Non, le monter dans l'autre sens. Pour qu'on voit la ligne 11, parce qu'avec ta grosse tête, on la voit pas. C'est-à-dire que la ligne 11 doit monter, s'il te plaît. D'accord. Voilà, parfait. Donc super. la ligne 11, je dis mon type annoté, c'est mon type en lui-même, mes partiels, donc je ne suis pas obligé de fournir toutes les propriétés, et mes métadonnées. Donc là, je vais définir mon type qui correspond à ce type annoté, donc une personne avec les annotations is7 en tant que booléen. Et donc là, si je définis mon type, une valeur de a person, donc me, je vais lui dire c'est mon type mais partiel, donc je fournis que le nom, Julien. Et je vais avoir les propriétés is7 pour chaque valeur en tant que booléen. Donc je vais avoir is7 name, je vais mettre true parce que j'ai défini le nom. Is7 gender, je vais mettre false. Is7 height, je vais mettre false parce que je n'ai pas donné les valeurs. Et on voit que au niveau TypeScript, ça passe parce que c'est défini. Si j'avais mis is7 weight, il m'aurait dit ah ben non, je ne connais pas cette propriété, c'est pas défini dans ce type que tu m'as filé. Ouais. Donc ça me permet d'avoir une interface assez facilement, et ça me permet donc de rajouter de créer des objets un peu plus enrichis,
ou des objets de métadonnées, ou des objets des TO. On y reviendra peut-être si on a le temps. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux Retourne. remonter juste un poil plus haut, s'il te plaît, sur les premières lignes? Oui. C'est-à-dire que, voilà. Tu peux m'expliquer le never au milieu? Je vois pas dans quel cadre il fonctionne Never. celui-là. Ouais. En gros, alors, c'est un cas particulier parce que j'avais un peu. C'est compliqué de gérer tous les cas, mais on pourrait. Et en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, un objet en JavaScript, c'est soit une clé en string et une valeur, soit une clé en tant que symbole. Ça, c'est un truc qui date de ECMAScript 5 ou 6, je sais plus, et une valeur. Là, je traite que le cas où c'est une string. Si c'était un symbole, je ne traite pas. Ouais. D'accord, très bien. C'est pour ça qu'on fait, on teste si ça étend la string, si la clé est une extension de string, et dans ce cas-là, on met ça, et sinon, on ne le traite pas. C'est pour ça qu'on met le never. Ok, parfait. Le never a ce genre d'utilité, on y reviendra peut-être un petit peu à des cas où on rencontre never. Phila, je repasse sur les slides. Je te remercie de ta sollicitude. Mais je t'en prie. Ça se connaît depuis un peu avec Julien Chérita, c'est pour ça. On est complémentaires. Et donc, ça peut nous permettre, cette utilisation de key-of, avec de l'inférence, comme on va le voir, d'aller chercher des propriétés de manière un petit peu plus puissante que ce qu'on ferait d'habitude avec juste du JavaScript. C'est-à-dire que là, on va pouvoir inférer le type d'une propriété en profitant de ce qu'on a défini et des noms de propriétés. Donc là, typiquement, on va définir une valeur getDeepValue que je vais montrer dans la démo. Enfin, une fonction getDeepValue que je vais montrer dans la démo. Et là, on a un objet qui est un peu polymorphe, c'est-à-dire qu'il a différents types de propriétés, avec différents types de propriétés imbriquées. C'est pas forcément facile à caractériser. Lui, TypeScript, il va te le typer implicitement. Et là, je peux très bien dire getDeepValue de mon objet foo a, donc d'aller chercher dans mon objet la valeur foo puis la valeur a. Et TypeScript, il va être capable de déterminer que c'est bien un booléen. Ah, désolé. Démo. Démo. D'émotion. D'émotion. Donc ce getDeepValue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que c'est une fonction avec des paramètres de type implicite. On va revenir dessus. Et on va dire que j'ai mon objet qui est typé implicitement. J'ai ma première clé qui va correspondre aux clés de premier niveau de mon objet. Donc je vais dire type clé 1, c'est une key of T. Et j'ai des clés de second niveau, T-key2, qui étendent les key of, les clés de mon niveau 1, les clés de mon objet au niveau 1. Pas super clair comme ça, mais on va voir. Donc, ce que je lui dis, c'est tu me renvoies mon objet, j'accède à la première clé, j'accède à la seconde clé. Et lui, enfin, vu que je lui dis que j'ai telle propriété sur ce type-là et j'ai telle propriété sur ce type-là, il sait que quand je dis second key, c'est une second key de ma clé, de mon objet au niveau de la clé X, de la clé first key. Donc si je lui dis foo de A, il va trouver que c'est un booléen. On voit booléen ici. Si je lui dis key foo B, il va faire foo B, il va trouver que c'est un number. Si au lieu je lui avais dit bar, il me dirait ah ben non, je peux pas. Bar, il n'y a pas de propriété qui s'appelle B. Moi, je m'attends à que tu me files un key of donc mon type d'objet key1 bar, donc obj bar, il va regarder ce qu'il y a dedans, il n'y a que C ou D. Donc il dit ben non, B c'est pas dedans. Par contre, si je mets C, il va bien comprendre que
ma value, c'est un string. Donc, il va pouvoir inférer. Et donc, tu peux faire des inférences à plusieurs niveaux comme ça. Et avec des types optionnels, des surcharges et tout, tu vas pouvoir aller chercher tout un chemin de ton objet et avoir le bon type à l'arrivée inféré pour ta valeur. Et là, tu vois, ma value, il sait que c'est un string, il sait que c'est pas censé être autre chose. Là, j'ai mis un objet défini implicitement, mais j'aurais pu définir juste son type et lui donner une valeur. Ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, nous avons une question. Pourquoi tu fais pas juste objet.foo.a directement? Peut-être que c'est pour les besoins de la démo. Mais alors, c'est pour les besoins de la démo et aussi parce que il y a des cas où tu peux pas, en fait. Il y a des cas où tu vas devoir accéder à ton objet par une valeur qui est dynamique. Qui sera peut-être passé à un niveau plus haut. Là, je le sais parce que je sais que c'est obj.var.c, c'est la même chose. Mais ça peut être dynamique. Et je peux dire que en fait, voilà, quand je regarde getDeepValue, il va me définir son type et il va me dire, mon type, c'est machin, les possibilités que j'ai en dessous, c'est machin et machin. Et ça me permet tout simplement, pour un type sur lequel j'ai quelques propriétés, mais pas forcément toutes, d'avoir à la compilation une erreur si je passe une valeur qui est pas cohérente, sur laquelle j'ai pas mis les bonnes contraintes. Après, ça m'empêche pas à runtime que si au lieu de mettre bar, j'ai mis bar 1 et que je lui avais dit à un moment, non, ça sera bien soit bar, soit fou, ça va péter quand même. Mais ça te permet de rattraper 80% des erreurs. C'est le fameux 80-20. Tu passes 80% de ton temps, tu passes 20% de ton temps à rattraper 80% des erreurs et 80% de ton temps à rattraper 20% des erreurs. Et ça te permet justement de traiter 80% de tes cas. Après, il y a les cas compliqués. Déjà pas mal. Ils ne rentreront pas là-dedans. Voilà. Comme souvent. Voilà. Donc c'est l'idée. Merci. Donc c'est un exemple. Mais moi je voulais surtout montrer la puissance de l'inférence et du fait qu'il peut aller chercher assez loin dans les propriétés de tes objets que tu lui passes. On va avoir des cas où on peut aller encore beaucoup plus loin, mais bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Retournons au slide un petit peu. Slide. C'est parti. Donc voilà, on peut trouver son chemin. On a aussi la possibilité, alors moi je connaissais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui connaissent, c'est vrai que TypeScript je n'en fais pas tous les jours malheureusement, c'est la possibilité de surcharger nos définitions de fonctions. Typiquement, au niveau de l'addition en JavaScript, tu peux utiliser l'addition pour additionner des nombres, mais tu peux aussi l'utiliser pour concaténer des strings. Et tu pourrais avoir la volonté de définir une fonction add qui fonctionne si tu lui passes de nombres ou si tu lui passes de strings. Et pas comme en JavaScript où tu lui passes un string, un nombre et ça lui pose pas de problème. Et ça fait des résultats bizarres. C'est un peu compliqué à faire, sauf que en fait, la syntaxe JavaScript, elle te permet de définir ce genre de surcharge. Donc tu lui dis, j'ai un prototype de ma fonction add qui va prendre deux numbers et qui va renvoyer un number. J'ai un prototype qui va prendre deux strings et qui va renvoyer un string. Par contre, après, il faut que tu lui files l'implémentation et c'est à toi de te débrouiller pour que ton implémentation elle respecte tes contraintes. Donc, tu lui donnes des hints pour vérifier que quand tu l'utilises, c'est bon. Après, c'est quand même à toi de t'assurer que l'implémentation est correcte. Démontrons ça. Et je suis encore pas en avance, je suis désolé, on va peut-être déborder un tout petit peu. Ce mec, c'est pas possible. Voilà. Donc là, je peux définir ma fonction add comme je vous l'ai montré. Je peux définir le header comme étant cette fonction qui ajoute deux choses. Je vois qu'il peut me le définir comme une combinaison de mes deux fonctions. Je peux aussi le définir avec avec l'intersection que j'avais montré tout à l'heure comme une intersection de la fonction qui ajoute des nombres et de la fonction qui ajoute des strings.
Et il suffit que je lui dise que ma fonction add, elle est de type adder et que si je la caste en tant que adder2, ça fonctionne. Et donc là, on voit que si j'essaie de lui passer un nombre et un string, il va râler parce que ça ne correspond à aucune des surcharges possibles. Par contre, si je lui passe deux nombres, ça va passer. Ou si je lui passe deux strings, ça va passer. Donc ça, c'est assez sympa. À utiliser autant que possible. Il recommande de ne pas l'utiliser pour les paramètres optionnels parce qu'on a des choses pour les paramètres optionnels. Mais par contre, pour définir des surcharges avec des choses plus précises, des types plus précis ou des types différents, c'est assez utile. Donc voilà, je vous inviterai à regarder la doc là-dessus sur les bons Et donc, usages. toi, tu donnes les différentes signatures. Par contre, dans la méthode elle-même, tu dois t'assurer que les paramètres qui te sont passés sont bien de tel type ou de tel type, auquel cas c'est telle Voilà, signature. c'est à toi de faire le boulot. Il faut que l'implémentation que tu donnes soit à peu près compatible avec l'ensemble des signatures que tu lui as proposées. Voilà. Ouais, oui, après tu peux tester quel est le type qui est arrivé. Tout à fait. Mais il faut le savoir le faire. Merci. Après, ce qui est sympa, c'est l'inférence en TypeScript. Donc en TypeScript, il est tout à fait capable de dire, je lui file une valeur et il va inférer un type. Donc si je lui file un tableau avec 3 types différents, il va dire que c'est un tableau de 3 types possibles. Ou si je lui dis j'ai une fonction qui implémente tel événement défini dans le DOM, j'ai pas besoin de lui préciser le type du paramètre parce qu'il sait que cet attribut-là est typé en disant que MouseEvent sera typé MouseEvent. Donc si j'accède à la propriété bouton, ça va passer. Si j'accède à la propriété kangourou, ça va pas passer. Je vais pas rentrer dans la démo parce qu'on va perdre un peu trop de temps. Mais derrière, on peut aussi profiter de ces inférences-là pour faire des tests sur nos types. Et typiquement, on peut définir des types qui vont être des types de tests. Dire, est-ce que mon type paramètre est booléen? Je teste si mon type paramètre il est en booléen. Si c'est vrai, je prends la valeur constante true, sinon la valeur constante false. Et on peut l'utiliser pour des types paramétriques qui permettent juste de tester ou de renvoyer never. C'est le deuxième usage du never que je voulais évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux dire hasValue de t, c'est un type t qui a une propriété value de type booléen. Si c'est le cas, je renvoie le hasValue de t est équivalent à t, mais si c'est pas le cas, c'est équivalent à never. Et donc, quand je définis ma fonction getValue qui prend le paramètre t, je lui dis que le paramètre a, il a un hasValue de t, je peux accéder à value parce que je sais que c'est un hasValue de t. Et quand j'appelle, si je passe un truc qui a un value booléen, ça passe. Si je passe un truc qui a un value pas booléen, ça passe pas parce que je suis dans le cas de never. Et never, on a vu que ça doit jamais se produire. Ouais, très bien ça. Erreur. Et voilà, la boucle est bouclée. Voilà, je passe sur la démo parce que voilà. C'est parti, démo. Non, je ne fais pas la démo. Et il ne fait pas la démo. Ah oui, je passe sur la démo. Le mec utilisait vocabulaire tout à fait inapproprié. Tout à fait, je suis désolé. Et on l'avait fait déjà la dernière fois avec commente la ligne. C'est vrai. Le français est un langage ambigu, je préfère beaucoup. C'est pas faux. Et donc, tu peux aussi profiter du mot-clé infer pour lui dire tu vas deviner quel type c'est. Et typiquement, tu peux lui dire j'ai un array, j'ai un type qui est un array de quelque chose, tu sais pas quoi. Et en fait, tu vas lui dire le type de l'élément 0 étant quelque chose que tu vas inférer. Et si c'est le cas, tu renvoies U. Si c'est pas le cas, typiquement c'est un tableau vide, tu renvoies never. Et donc quand tu vas dire le first item type de un tableau qui a un toto nul, il va lui inférer tout seul que c'est la valeur 1.
de manière similaire, tu peux dire mon tableau, il est un tableau de n'importe quoi. Si je lui dis que tu vas inférer le type des arguments, ben, il va savoir deviner que le item type de mon tableau qui ne contient que des strings, ben c'est string. Je ne vais pas faire des mots pareils parce qu'on manque un peu de temps. Mais ça marche bien. Cool. On en est satisfait. Voilà. Dernier cas que je trouve assez sympa et que je vous invite à regarder. Et là, pour le coup, il y a énormément de choses dans le site TypeScript Challenges que je mets à la fin des slides. Mhm. C'est la possibilité de travailler par récurrence. C'est-à-dire que tu peux très bien dire j'ai un type paramètre qui est une liste de valeurs que je ne sais pas ce que c'est. Et ben, je vais dire mon type, il étant un premier élément inféré et une liste d'autres éléments inférés. Le renversement de mon tableau, ça va être je prends tous les éléments de la fin inversée et je rajoute à la fin le premier élément. Mhm. Et donc, ça va me permettre de faire l'inversion par récurrence. Si tu as déjà fait des langages fonctionnels, c'est un peu comme ça qu'on fait. C'est on dit, je prends le premier élément, je le mets à la fin et j'inverse le reste du tableau, je le mets devant. Et donc, typiquement, là, tu vas définir par récurrence. J'utilise les éléments de mon reverse dans mon tableau et j'infère le reste. Et là, typiquement, je peux dire mon type reverse, c'est j'inverse mon tableau de 1, 2, 3, 4, et lui va inférer automatiquement que c'est 4, 3, 2, 1, parce que c'est le premier élément, puis le reste, le deuxième élément, puis le reste, le troisième élément, etc., etc. Mhm. Et en travaillant par récurrence comme ça, tu peux travailler sur des chaînes, sur des tableaux, etc. Alors, petite démo rapide parce que c'est la fin. Ah, quand même. On veut de la démo. Voilà. Surtout qu'elle est rapide. Voilà. Donc, il y a ce que je vous montrais là, c'est l'inversion de 1, 2, 3, 4. Mais tu peux aussi travailler par récurrence sur des chaînes de caractères. Donc, tu peux dire, je vais prendre une chaîne de caractères et je vais la transformer en kebab case. C'est-à-dire, typiquement, je prends une chaîne de caractères I love TypeScript et je vais la travailler. Et par référence, je vais prendre le premier caractère. Si c'est un lowercase, alors je vais le mettre d'abord. Et je vais faire la suite. Si c'est un uppercase, je vais mettre la version lowercase de ma valeur, puis après un tiret. Enfin, tu peux faire ce genre de choses. Et donc, typiquement, si je prends le kebab case de la chaîne constante I love TypeScript, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner I-love-TypeScript. Et tu peux travailler comme ça sur tes noms de propriétés éventuellement. Et donc, tu Mhm. peux très bien dire, je vais définir une transformation de mon objet. Donc, je vais utiliser mon key of et je vais le transformer avec le keyback case. Et donc, si je prends un objet que je définis, par exemple, name of person, first name, last purchase, et si je le transforme, il va me le transformer en name-of-person, first-name, last-name, last-purchase. Et je peux le faire récursivement comme ça. Mhm. Et là, je peux bien tester que, là, j'utilise des outils du fameux site TypeScript Challenge qui est référencé à la fin. Et je peux y vérifier que j'ai bien égalité entre le type transformé par mon uskebab object et le type que je définis là comme étant avec les tirets moi, que j'ai fait à la main. Et donc il me dit ça se passe bien, il n'y a pas de souci, c'est bien valide. Donc tu peux, et ça c'est utile. Pourquoi particulièrement? Typiquement, tu vas définir tes propres objets en interne et tu vas définir tes objets DTO. Et tes objets DTO, ils vont avoir une autre convention de casing, ils vont avoir des préfixes, ils vont avoir des Mhm. suffixes. Et tu peux faire ce genre de transformation sur des types à ce niveau-là. Et donc ça, c'est assez sympa et je vous invite à le regarder. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce que je voulais présenter.
Il y a beaucoup de choses voilà. dans les liens qui sont présentés ici. Il y a les présentations de Matt Pocock qui m'ont inspiré ça. Il y a le TypeScript Challenge qui creuse vraiment, pour ceux qui ont envie de regarder un peu le système de type, des exercices sur comment inverser, exclure, combiner, etc. des types. Ça m'a appris énormément de choses sur les alias de type et leur combinatoire, leur algèbre, et super utile. Plus concret au quotidien, il y a les utility types de TypeScript qui vous permettent justement de faire des types partiels, de faire des types optionnels, de faire des read-only, de faire des choses comme ça. Et il y a une version un peu étendue qui s'appelle TS Toolbelt, qui offre des fonctions utilitaires un peu complémentaires. Et sinon, juste, si on est un peu curieux et qu'on ne maîtrise pas encore trop, il y a la cheat sheet qui vous permet un peu d'avoir déjà un aperçu de toutes les syntaxes utiles pour la manipulation des types, des interfaces et des classes en TypeScript. Alors, il y a une question qui t'a paru. J'ai plus le contexte, mais peut-être que tu vas le raccrocher. C'est pas grave. On me dit, est-ce utile pour les Foreign Function Interface? Foreign Function Interface. Alors là, j'ai pas le contexte, je suis désolé. Et voilà. Ça va la coupe, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On ne répondra jamais. Parce que j'allais vous dire, on répondra la prochaine fois, mais c'est faux. C'est faux. Dis-nous, monsieur Soutien. Ouais, vas-y. Dis-nous ce que c'était comme. Ou un Twitter ou même un message de chat, j'essaierai de regarder. Redonne-nous le contexte pendant que je fais un peu l'outro. Alors, que je vous dise un petit peu, vous allez être drôlement déçus. Même Marie, avec 2 R, et pas 2 à la fin, bien entendu, de savoir que la semaine prochaine, il n'y aura point de 13h30 parce que je serai en vacances. Ouais. Et où ça? Marseille. Ouais, vas-y, papa. Ok. Mais la semaine d'après, on revient. Et on reviendra avec la suite de GraphQL et Lionel Dimitrievich, qui, lui, n'est pas dans sa suite et il est dans son unité. Et donc, on va voir l'histoire des fichiers EPUB. Donc, ce sera dans 2 semaines. Alors, la question. Avec les types, on ajoute des tirets ou autres. Ça, c'est... voilà, c'est un point d'interrogation à la fin. S'il y a des limitations techniques qui font qu'il ne prend pas que des tirets ou des underscores entre guillemets. Voilà. Non, on peut faire un peu ce qu'on veut sur la manipulation des chaînes de caractères. Sur les symboles, on est un peu plus limité parce que les symboles sont des choses qui sont pas facilement manipulables. On peut pas manipuler facilement les noms des symboles ou des choses comme ça. Mais sur les chaînes de caractères, on est assez libre. Donc, pour définir des nouveaux noms, pour définir des nouvelles unions, pour définir des choses comme ça, on a pas mal de possibilités. J'espère que ça répond à peu près à la question. Moi, je trouve que ça répond drôlement bien, dis donc. Voilà. Après, ne pas hésiter à nous contacter. J'ai un Twitter dont je me souviens plus le handle. T'inquiète pas, je vais te le retrouver en 4 secondes. Voilà, ou mon email, julien.cheritat@neocdi.fr. Voilà. Attends, parce que je t'ai dit en 4 secondes, mais 5 secondes peut-être. Putain, mais pourtant, à chaque fois, tu t'appelles Julien Chérita. Pourquoi tu t'appelles plus Julien Chérita, là? Mais merde. Bon, attends. Twitter, il est très chiant. People. No results for Julien Chérita. Bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on donnera la prochaine fois. Email pro, voilà. Ouais, même ton numéro de téléphone perso, écoute. Merci bien, Julien, c'était super. Et donc, moi, je vous dis à dans 2 semaines avec le Lionel pour la suite de GraphQL. Merci beaucoup, Julien, et merci le chat. Salut. Merci à Topus. tous. Ciao.